Добрый день. Мы начинаем брифинг в Министерстве Extrait de иностранных la дел conférence de presse de еженедельной. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 23 octobre 2024. Sur les 80 ans de la reconnaissance du gouvernement provisoire de la République française par l'URSS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France s'est retrouvée sous le contrôle du régime collaborationniste de Vichy et des envahisseurs nazis. Sur le front et contre l'URSS, ce ne sont pas seulement les habitants d'Alsace et de Lorraine mobilisés de force qui ont combattu, mais aussi des Français qui se sont volontairement engagés dans les rangs de la Wehrmacht pour la croisade anti-bolchevique. Ce n'est pas sans raison que Londres et Washington ont longtemps sérieusement envisagé l'occupation de la France après la Seconde Guerre mondiale. La facture collaborationniste était si forte. Cependant, Moscou a discerné l'avenir de la France non souillé par le collaborationnisme et a misé sur les patriotes français qui n'ont pas déposé les armes mais ont rejoint les combattants contre le fascisme. Notre pays a misé sur l'antifascisme français. Une étroite collaboration a été établie avec le mouvement France Libre, dirigé par le général Charles de Gaulle. Le régiment aérien Normandie-Niemen, créé sur son ordre, est devenu l'un des symboles les plus marquants de la fraternité d'armes franco-russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mémoire est honorée dans notre pays. Le 12 août 2024, une nouvelle sculpture dédiée à cette unité légendaire a été inaugurée dans le parc militaro-patriotique patriote de la culture et des loisirs des forces armées de la Fédération de Russie. Il convient également de mentionner la contribution significative des ressortissants russes et des citoyens soviétiques prisonniers au succès de la résistance française. Nous en avons parlé à plusieurs reprises lors de nos conférences de presse. La chronique de cet exploit désintéressé de nos compatriotes a été présentée en détail, notamment lors de la conférence d'experts franco-russes en ligne organisée le 26 août 2024 par l'ONG Centre national de la mémoire historique auprès du président de la Fédération de Russie, qui était dédiée au 80e anniversaire de la libération de Paris de l'occupation fasciste et qui a reçu un large écho médiatique. La reconnaissance du gouvernement provisoire de la République française par l'Union soviétique le 23 octobre 1944 a ouvert la voie à la visite historique de Charles de Gaulle en URSS en décembre 1944, couronné par la signature du traité bilatéral d'alliance et d'assistance mutuelle, qui a servi de base à une coopération pleine et entière entre Moscou et Paris dans la période finale de la Seconde Guerre mondiale. C'est en grande partie grâce à l'URSS que la France a rejoint les rangs des puissances victorieuses et obtenu un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le 23 octobre marque le point de départ des relations intergouvernementales entre la Russie et la France. L'histoire des relations entre nos pays est beaucoup plus vaste et plus importante. Elle s'étend sur des siècles. Mais si l'on parle de la période moderne, c'est précisément ce point de référence. Que voyons-nous aujourd'hui? Comment célébrons-nous cette date? La célébrons-nous des deux côtés? Les autorités françaises sont enlisées dans des phobies anti-russes, soutenant ouvertement les collaborateurs nazis en Ukraine. Elles ont oublié cette date. Mais nous nous en souvenons. Nous conseillons à Paris de se rappeler également à qui la France doit le maintien et le renforcement de ses positions dans les affaires internationales dans la seconde moitié du XXe siècle. Question. Récemment, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a déclaré qu'il était temps d'aborder la question du déploiement de forces de dissuasion non nucléaire sur le territoire ukrainien. Imaginez un cessez-le-feu ou un traité de paix. Vous comprendrez que la question du déploiement de forces de dissuasion non nucléaire sur le territoire ukrainien, pour être en mesure de repousser une nouvelle menace de la Russie, est évidemment une question qui doit être discutée, a déclaré Sébastien Lecornu. Comment pourriez-vous commenter cette déclaration? Réponse. J'aimerais commenter les dates historiques importantes qui nous lient à Paris, dont j'ai déjà parlé dans la partie initiale de la conférence de presse. Mais en réalité, je dois commenter ce dont vous parlez. Paris songe depuis longtemps à envoyer un contingent français en Ukraine, comme l'a déjà évoqué le président français Emmanuel Macron au début de cette année. Cependant, dans la plupart des capitales européennes, les propositions de la France n'ont pas trouvé un soutien inconditionnel. Je ne peux pas dire que nous ayons entendu quelque chose de nouveau de la part du ministre français des Armées. Il n'est pas le seul représentant de l'Occident collectif qui tente de flirter avec l'idée d'envoyer des troupes étrangères en Ukraine. Vous savez bien où mènera la mise en pratique de cette idée. Je peux le répéter pour ceux qui l'auraient peut-être oublié. Cela conduira à un affrontement militaire direct entre puissances nucléaires avec des conséquences catastrophiques. Si une telle perspective sinistre est envisagée comme possible par l'état-major français, nous exprimons notre compassion au peuple de la Ve République. Personnellement, nous voudrions rappeler à Sébastien Lecornu que les tentatives de contenir la Russie ou de lui infliger une défaite stratégique se sont mal terminées pour la France lorsque de tels sentiments y avaient prévalu. Il y a un peu plus de 200 ans, la langue française s'est enrichie des mots Bérésina, au sens de catastrophe, en souvenir de la défaite des restes de la grande armée de Napoléon lors de la traversée de cette rivière,
et bistrot, en mémoire de la présence des Cosaques russes à Paris en 1814. Nous recommandons au ministre français des Armées de regarder la carte et de constater que la Bérésina se jette dans le Dniepr. Et dans l'ensemble, qu'il révise l'histoire et la géographie avant de prendre le micro. Question. L'agence Nikkei Asia, citant plusieurs sources au sein du G7, a rapporté que les pays membres du G7 prévoyaient de maintenir gelés les actifs russes même après la fin du conflit en Ukraine et garantiraient à Kiev un prêt de 50 milliards de dollars qui sera remboursé grâce aux revenus de ces actifs. Comment commenteriez-vous cette information? Réponse. Cela n'a rien de nouveau. Nous avons commenté à plusieurs reprises l'idée d'accorder au régime de Kiev un prêt qui serait remboursé en saisissant les revenus de la gestion des actifs russes gelés. C'est un vol pur et simple. On ne peut pas l'appeler autrement. Les Occidentaux non seulement retiennent les réserves souveraines de notre pays, mais les réinvestissent sans notre consentement et obtiennent des profits non planifiés. C'est une illustration flagrante de la nouvelle politique colonialiste que les anglo-saxons et leurs satellites tentent de mener envers les pays de la majorité mondiale. Tout le monde comprend parfaitement qu'aucun crédit ni fourniture militaire n'aidera le régime de Kiev. Ils aggravent réellement la situation pour les citoyens ukrainiens et contribueront au génocide continu des Ukrainiens par Vladimir Zelensky. Mais personne ne se précipite non plus pour fournir un soutien désintéressé à l'Ukraine. Selon les plans actuellement élaborés dans l'EE, et c'est Bruxelles qui prévoit de fournir la majeure partie du prêt de 50 milliards de dollars garantis par les futurs revenus des avoirs russes, si les actifs gelés ne suffisent pas au remboursement, les autorités de Kiev devront assumer la dette indépendamment. Mener un pays au suicide, puis forcer les survivants à s'enterrer eux-mêmes. Et en plus, payer pour cela. Une histoire monstrueuse. Est-ce la seule au palmarès de l'Occident? Non, bien sûr. Ils racontent eux-mêmes leur expérience au Vietnam. On ne peut pas croire que quelqu'un croit réellement en la faisabilité d'un tel scénario. L'état du régime de Kiev peut être qualifié de faillite. Il ne vit que grâce à l'argent occidental, uniquement avec le soutien politique et militariste de l'Occident. Quoi qu'il en soit, aucune manipulation illégale, tentative de quelque façon que ce soit de réfléchir à tout cela, de le repenser ou de le légaliser, visant à s'emparer des actifs russes, ne restera sans notre réaction. Ils ne réussiront pas à faire payer notre pays pour cette ignominie sanglante orchestrée par l'Occident en Ukraine, malgré toutes les déclarations belliqueuses de Washington et l'écouinement et grognement de Bruxelles et Londres qui l'accompagnent. Toute atteinte à la propriété russe entraînera une réponse, et ce sera très douloureux. Ils le savent. De plus, l'effet systémique des actions illégales des Occidentaux sera destructeur, avant tout, pour eux-mêmes. Question. Le 21 octobre, le journal Politico a publié un article sur les discussions au sein de l'Union européenne concernant l'envoi possible d'un contingent de maintien de la paix en Ukraine après la fin du conflit. De plus, l'ancien ambassadeur américain au Japon, Kenneth Weinstein, a déclaré dans un commentaire au journal qu'il était nécessaire de déployer un contingent sous l'égide de l'UE plutôt que de l'OTAN ou des États-Unis. Comment le ministère russe des Affaires étrangères évalue-t-il de telles déclarations? Réponse. Aujourd'hui, nous avons commenté cela comme une tentative d'impliquer les Européens occidentaux dans un conflit avec notre pays. Nous en avons fait l'évaluation. Ce serait de la folie pour eux. Nous voyons qu'il n'y a pas d'unanimité d'opinion parmi les membres de l'UE sur ces suggestions. Il y a des gens censés à la tête des pays de l'Union européenne. Les peuples de ces pays ne sont pas consultés. Les gens voient ce qui se passe. Mais leurs capacités sont limitées en raison de la propagande menée dans les pays de l'UE et de la destruction des institutions démocratiques dans ces pays. Sous divers prétextes, du personnel occidental de tout profil est présent en Ukraine. J'ai donné des exemples concrets aujourd'hui des agents des services spéciaux, des pointeurs, des membres de groupes terroristes. Ils entretiennent l'équipement militaire et l'armement, combattent les armes à la main, mènent des attaques terroristes, fournissent des informations pour commettre des attentats. Cela est attesté par les rapports réguliers du front, les interrogatoires de prisonniers de guerre et même leurs déclarations directes qui tombent entre les mains des médias ou deviennent connues de nos services compétents. En outre, nous voyons périodiquement l'hystérie dans laquelle se débattent les Occidentaux lorsqu'ils récupèrent leurs soldats de fortune, mais dans un état moins combatif. Concernant la déclaration de l'ancien ambassadeur américain au Japon, elle reflète la volonté de Washington de faire assumer à l'Europe occidentale l'entretien du régime de Kiev pour la poursuite des hostilités. Pourquoi est-ce nécessaire? Nous avons dit dès le début que le destinataire de cette ignominie que les États-Unis organisent dans le monde, leur objectif principal n'est pas seulement la Russie et pas seulement la Chine, mais l'Union européenne, leurs propres camarades, partenaires, alliés. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne peuvent pas supporter la concurrence. L'UE avait atteint d'excellents résultats au premier quart du XXIe siècle. C'était une véritable économie, pas gonflée par des actions et des obligations de sociétés inexistantes comme c'est largement le cas aux États-Unis,
sans dette de milliers de milliards de dollars. On peut avoir différentes opinions à ce sujet, mais cela fonctionnait et donnait des résultats. De véritables ressources, notamment celles obtenues de notre pays, des approvisionnements à long terme à prix fixe. Ils reflétaient nos intérêts et étaient avantageux pour l'Europe occidentale. L'important était qu'avec de telles ressources, il était possible de planifier les ajustements appropriés en cas de situation d'urgence. Tout cela constituait un filet de sécurité fiable qui a permis à l'UE de devenir un leader. Les États-Unis ne pouvaient pas le supporter. Ce coup contre les bords était précisément prévu pour l'Union européenne. Maintenant, pour rachever l'UE, je parle de l'économie, pour les mettre en servitude aux Américains pour toujours, pour les prochaines décennies, il faut transférer le fardeau du financement du régime de Kiev et de tout le conflit aux membres de l'UE et consolider l'UE comme un satellite à vie des États-Unis. Non pas comme une union indépendante, mais pour qu'il soit toujours attaché à l'OTAN directement ou via le lien Washington-Bruxelles. Non pas de manière égalitaire, mais en laisse. Je pense qu'il ne faut pas considérer toutes les réflexions de l'Occident sur les scénarios selon lesquels la situation évoluera après la fin du conflit. L'Occident assume une responsabilité directe et totale dans la transformation de l'Ukraine en instrument de guerre contre notre pays, en champ de bataille contre la Russie. Ils n'ont pas réussi à créer une anti-Russie qui aurait perçu notre histoire commune de manière déformée, qui aurait presque parlé en notre nom en tant qu'ayant et s'étant approprié le droit de diffuser dans le monde entier au nom de la Russie. Ils n'ont pas réussi à le faire. Par conséquent, ils ont suivi le scénario de la transformation de l'Ukraine en champ de bataille, en instrument contre notre pays. Bruxelles se trompe s'il pense qu'on a déjà oublié son ingérence directe dans les événements en Ukraine en 2013 à 2014, y compris le rôle direct des pays de l'UE dans le coup d'État anticonstitutionnel. Comment ils ont dirigé manuellement les élections de leurs élus officiels en exercice, du président de l'Ukraine aux membres du gouvernement, en passant par les municipalités et les députés. L'histoire des 8 années suivantes regorge de faits de soutien et de dissimulation par l'UE des crimes sanglants du régime de Kiev contre les habitants russophones d'Ukraine et le Donbass pacifique, du génocide de la population russophone. Les contribuables des pays de l'UE se souviendront longtemps des dizaines de milliards d'euros que Bruxelles a dépensés ces 10 dernières années pour alimenter le régime de Kiev en armement, avec pour objectif principal d'essayer d'infliger une défaite stratégique à la Russie par l'intermédiaire des Ukrainiens et de tuer autant de Russes et de russophones que possible en Russie et en Ukraine. En réalité, les citoyens de l'UE se souviendront comment leur propre prospérité a été détruite avec leur propre argent. Nous voyons comment l'Union européenne fait aujourd'hui tout et même plus pour prolonger les hostilités, élargir leur géographie par le soutien politique et militaire à la terreur anti-russe du régime ukrainien. Bien entendu, il ne peut être question d'aucune présence en Ukraine, d'aucun drapeau de l'UE, qui est devenu un instrument militaro-financier entièrement contrôlé par les États-Unis et l'OTAN. La conférence de presse de Maria Zakharova du 23 octobre 2024 illustre parfaitement la complexité des relations internationales actuelles et la manière dont la Russie interprète les actions de l'Occident. Zakharova commence par évoquer un épisode historique marquant, les 80 ans de la reconnaissance par l'URSS du gouvernement provisoire français dirigé par le général de Gaulle, mais elle va bien au-delà d'un simple rappel historique. Elle utilise cette référence pour souligner ce qu'elle perçoit comme une dérive des valeurs en France, accusant le pays d'avoir trahi l'héritage de la lutte contre le nazisme en soutenant ce qu'elle appelle les collaborateurs nazis en Ukraine. Cette rhétorique, tout en étant provocatrice, est aussi un exemple clair de la manière dont la Russie s'efforce de réécrire certains récits historiques pour justifier ses positions politiques actuelles. Ce commentaire révèle deux dynamiques essentielles. D'une part, la Russie s'accroche à des références historiques pour légitimer ses actions, et d'autre part, elle voit les actions de l'Occident comme une agression directe contre ses intérêts stratégiques et même son identité. Le fait que la France et d'autres pays européens soient décrits comme étant manipulés par les États-Unis renforce l'idée que la Russie se perçoit comme un contrepoids à l'hégémonie occidentale, tout en cherchant à se présenter comme un défenseur des valeurs historiques et des luttes contre l'impérialisme. La critique de Zakharova concernant les forces de dissuasion non nucléaire proposées par Sébastien Lecornu est une mise en garde explicite contre une escalade militaire en Ukraine. Elle décrit un scénario dans lequel toute implication plus directe de la France ou de l'OTAN pourrait déclencher un conflit nucléaire. Cela montre à quel point la Russie considère la guerre en Ukraine non pas comme un simple conflit régional, mais comme un théâtre de confrontation mondiale, où toute action de l'Occident pourrait franchir une ligne rouge aux conséquences cataclysmiques. Le gel des actifs russes par les pays du G7 est, aux yeux de la Russie, un acte de guerre économique. En qualifiant cela de vol pur et simple, Zakharova insiste sur l'idée que l'Occident applique des standards à géométrie variable, prônant la démocratie et l'état de droit, tout en violant, selon elle, les principes fondamentaux du droit international lorsqu'il s'agit de punir la Russie.
Cette dénonciation de la politique colonialiste de l'Occident est une autre constante du discours russe, visant à rallier à sa cause non seulement ses propres citoyens, mais aussi les pays du Sud global, sensibles à la critique de l'impérialisme occidental. Enfin, l'idée que l'Union européenne serait manipulée par les États-Unis pour entrer en conflit avec la Russie est une thèse récurrente dans la communication officielle russe. Cette perspective montre à quel point Moscou perçoit les relations internationales actuelles sous l'angle de la confrontation et des manipulations géopolitiques. La Russie se voit comme une puissance assiégée, cherchant à maintenir son autonomie face à ce qu'elle considère comme une domination économique et militaire de l'Occident, orchestrée par les États-Unis. Ce discours amène à des questions fondamentales. Est-ce que cette vision du monde dans laquelle la Russie s'oppose à un Occident perçu comme un agresseur est légitime ou exagérée? Comment, dans un monde multipolaire en mutation, éviter que cette confrontation ne dégénère en conflit global aux conséquences imprévisibles? Pensez-vous que les actions de l'Occident en Ukraine sont perçues comme une légitime défense ou une agression envers la Russie, comme l'affirme Zakharova? La critique de la Russie sur le vol des actifs russes et la domination des États-Unis est-elle justifiée, ou s'agit-il d'une manœuvre pour détourner l'attention des véritables enjeux du conflit? Partagez avec nos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.